Je suis arrivé avec des cadeaux pour ma mère le soir de Noël, mais mon frère a bloqué la porte et a dit, seulement la famille. Tu devrais t'en aller. Je me suis retourné sans dire un mot. Maman a appelé quelques minutes plus tard, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Elle n'a pas raccroché correctement. J'ai entendu chuchoter, il pense vraiment que son argent pour l'épicerie lui achète une place ici. J'ai arrêté de payer l'épicerie, coupé tous les virements, et au lever du soleil, 58 appels manqués ont inondé mon téléphone. Je m'appelle Brian. J'ai 32 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie d'adulte, c'est celle-ci, être fiable ne signifie pas être valorisé. Cela signifie simplement être utilisé tranquillement, efficacement et sans se plaindre. Pendant 6 ans, j'ai été la fondation silencieuse de ma famille. Chaque mois, comme sur des roulettes, je transférais $1800 sur le compte de ma mère pour l'épicerie, les services publics, ces médicaments sur ordonnance que l'assurance ne couvrait jamais entièrement. $950 supplémentaires allaient à Bruce, mon jeune frère, pour son loyer. Il était entre 2 emplois depuis ce qui me semblait une éternité, bien que ses réseaux sociaux montraient beaucoup de temps pour des concerts, des soirées dans des bars et des voyages de fin de semaine. Le calcul était simple. En 6 ans, je leur avais envoyé $240 000, peut-être plus. J'ai cessé de compter après la 4e année parce que le chiffre me donnait des maux d'estomac. Mais j'ai continué à payer. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Tu te présentes. Tu aides. Tu ne demandes pas de crédit. Bruce était l'enfant chéri, il l'avait toujours été. Quand nous étions enfants, ses bulletins scolaires étaient affichés sur le réfrigérateur, même lorsqu'il y avait des C et des D. Les miens des apartos étaient accueillis par un signe de tête et un rappel de l'aider à faire ses devoirs. Quand il a embouti la voiture de papa à 17 ans, ils lui en ont acheté une autre. Quand j'ai demandé à emprunter la voiture pour le bal de finissant, maman a dit que j'aurais dû mieux planifier. À 22 ans, Bruce a déménagé sans emploi et sans économie. Maman m'a appelé en pleurant. Il a besoin d'aide, Brian. Juste jusqu'à ce qu'il se prenne en main. Je lui ai viré $900 le lendemain. C'était il y a 10 ans. Il n'avait toujours pas trouvé ses pieds. Maman ne demandait jamais comment j'allais. Elle ne demandait jamais si je pouvais me le permettre. Elle s'attendait simplement à ce que les virements apparaissent, à ce que les livraisons d'épicerie arrivent, à ce que les factures de pharmacie soient payées. J'étais la personne à contacter en cas d'urgence, le plan de secours, le guichet automatique avec un cœur qui bat. Je travaillais dans la gestion des TI, bon salaire, emploi stable. Je vivais dans un modeste appartement d'une chambre parce que la majeure partie de mon revenu leur était destinée. Je conduisais une berline de 7 ans. Je sautais des vacances. Je mangeais des restes la plupart des soirs. Pendant ce temps, Bruce publiait des photos de centres de villégiature à la plage, et maman a redécoré son salon 2 fois en 3 ans. Mais je n'ai jamais rien dit. Je me suis dit que c'était de l'amour. Je me suis dit qu'ils avaient besoin de moi. Je me suis dit qu'un jour, peut-être, ils verraient tout ce que j'avais fait et l'apprécieraient. Noël était toujours compliqué. J'étais invité techniquement, mais j'étais aussi une idée après coup. Le dîner était à 18h. J'arrivais à 17h50 avec des cadeaux et des biscuits faits maison. Bruce arrivait à 18h30 les mains vides et recevait une accolade et une place en bout de table. Maman s'extasiait sur n'importe quelle histoire vague qu'il racontait sur sa semaine, tandis que je m'asseyais dans le coin, silencieux, souriant, fiable. Cette année, je voulais que ce soit différent. J'ai acheté à maman un foulard en cachemire qu'elle convoitait depuis des mois. J'ai acheté à Bruce un portefeuille en cuir gravé de ses initiales, des cadeaux coûteux et attentionnés. Je les ai emballés soigneusement, ajouté des nœuds, écrit des cartes à la main. Je voulais qu'il me voie juste une fois. J'ai pris mon manteau, vérifié mon téléphone. Pas de message. J'ai pris les cadeaux, les biscuits et je me suis dirigé vers ma voiture. La neige commençait à tomber, légère et douce. Les lumières de Noël clignotaient sur les maisons voisines. Tout semblait paisible. Le trajet jusqu'à la maison de maman a duré 20 minutes. Je connaissais l'itinéraire par cœur, chaque virage, chaque feu rouge. J'avais emprunté ce chemin des centaines de fois pour des anniversaires, des urgences, des fêtes, toujours présent, toujours fiable. J'ai pensé aux cadeaux assis à côté de moi. Le foulard était emballé dans du papier argenté avec un ruban blanc. Le portefeuille était dans une petite boîte bleu marine. J'avais passé 3 heures à magasiner,
une autre heure à emballer. Je voulais que tout soit parfait. La radio jouait des chants de Noël. Douce nuit. J'ai fredonné, me sentant plein d'espoir. Peut-être que ce soir serait la nuit où il me verrait enfin. Peut-être que ce soir, je ne serais pas invisible. Je n'avais aucune idée qu'en moins de 2 heures, toute ma relation avec ma famille volerait en éclats. Et au matin, je deviendrais quelqu'un qu'ils craignaient au lieu de quelqu'un qu'ils utilisaient. Je suis arrivé dans l'allée à 17h55. La maison brillait chaleureusement à travers les fenêtres. J'entendais de la musique jouer à l'intérieur, de faibles rires. Les lumières du sapin de Noël de ma mère clignotaient en rouge et vert à travers les rideaux. J'ai pris les cadeaux du siège passager et j'ai monté les marches, mon souffle s'embuant dans l'air froid. J'ai frappé 2 fois. Des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte à moitié. Bruce se tenait là. Il portait un nouveau chandail, bleu foncé, probablement en cachemire. Ses cheveux étaient coiffés. Il m'a regardé, puis les cadeaux dans mes mains, et son expression a changé, pas de surprise, pas de culpabilité, juste de l'ennui. Seulement la famille. Tu devrais t'en aller. J'ai cligné des yeux. Les mots ne se sont pas enregistrés immédiatement. J'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Quoi? Il s'est avancé dans l'embrasure de la porte, bloquant l'entrée. Ce soir, c'est pour la famille. Maman et moi avons besoin de temps. Juste nous. Je l'ai regardé fixement. Les cadeaux étaient lourds dans mes mains. Bruce, c'est le soir de Noël. Il a haussé les épaules. Oui, du temps en famille. Tu comprends? Je n'ai pas compris. Ma gorge s'est serrée. J'ai jeté un coup d'œil dans la maison derrière lui. Je pouvais voir la table à manger mise pour 2, des bougies allumées, des assiettes disposées avec soin, pas de 3e place. Bruce a penché la tête, attendant que je parte. Il n'avait pas l'air mal à l'aise. Il avait l'air de faire quelque chose de raisonnable, de logique, comme si c'était moi qui étais difficile. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour demander pourquoi, pour exiger une explication. Mais rien n'est sorti. Je suis resté là à tenir les cadeaux, mes mains commençant à trembler, pas de colère, de choc, de la réalisation tranquille que je n'étais pas désiré ici. Je ne l'avais jamais été. Je me suis retourné. Je n'ai pas dit un mot. Je suis retourné à ma voiture, j'ai déposé les cadeaux sur le siège passager et je me suis assis sur le siège du conducteur avec le moteur éteint. Ma poitrine était serrée. Mes mains agrippaient le volant. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant le pare-brise d'un blanc doux. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, peut-être 2 minutes, peut-être 10. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de maman a clignoté sur l'écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Brian, mon chéri, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. Bruce m'a dit que tu étais passé. Je sais que tu es bouleversé, mais ce soir n'est tout simplement pas un bon moment. Nous ferons quelque chose la semaine prochaine, d'accord? Juste toi et moi. Je te le promets. Sa voix était précipitée, nerveuse, comme si elle essayait de lisser quelque chose de petit, quelque chose de gérable, comme si je réagissais de façon excessive. Je n'ai toujours pas parlé. Elle a continué à parler. C'est juste que Bruce traverse beaucoup de choses ces derniers temps. Il a besoin de soutien. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends toujours. Ma mâchoire s'est serrée. J'ai regardé fixement les flocons de neige fondre sur le pare-brise. Je voulais raccrocher. Je voulais crier, mais je suis resté là figé. D'accord, eh bien, je vais te laisser partir. Conduis prudemment, mon chéri. Il y a eu une pause. J'ai entendu des bruissements. Elle éloignait le téléphone de son oreille, mais l'appel ne s'est pas interrompu. Je pouvais encore entendre sa voix, maintenant lointaine, étouffée, et puis je l'ai entendu, il pense vraiment que son argent pour l'épicerie lui achète une place ici. Tout mon corps est devenu froid. J'ai entendu Bruce rire, doucement, nonchalamment. Il va s'en remettre. Il le fait toujours. Je sais, mais quand même. C'est Noël. Je me sens un peu mal. Maman, arrête. Il va bien. Il aime être le pourvoyeur. Ça le fait se sentir important. Il y a eu un silence pendant quelques secondes. Puis l'appel s'est terminé.
Je suis resté assis dans la voiture à regarder l'écran de mon téléphone. La durée de l'appel a clignoté, 3 minutes 42 secondes. Les 15 dernières secondes venaient de recabler toute ma compréhension de ma famille. L'argent pour l'épicerie. C'est tout ce que j'étais pour eux, pas un fils, pas un frère, juste l'argent pour l'épicerie. Mes mains tremblaient maintenant, mais pas de choc, de quelque chose de plus froid, de plus vif. J'ai démarré le moteur. Le chauffage s'est mis en marche, envoyant de l'air chaud dans la voiture silencieuse. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je suis resté assis là, laissant les mots se répéter dans mon esprit, il pense vraiment que son argent pour l'épicerie lui achète une place ici. J'ai pensé aux 240 000 $. J'ai pensé aux 6 ans. J'ai pensé à chaque virement tard le soir, à chaque paiement d'urgence, à chaque vacances sautées pour qu'ils puissent avoir ce dont ils avaient besoin. Et j'ai réalisé quelque chose, ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient juste besoin de mon argent. Je suis rentré chez moi en silence complet, pas de radio, pas de musique, juste le bruit des pneus sur le pavé mouillé et ma propre respiration. Les cadeaux étaient assis à côté de moi, intacts. Les biscuits étaient encore dans le sac sur le plancher. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis entré dans mon appartement, j'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je me suis assis sur le canapé dans le noir. Les lumières de la ville à l'extérieur de ma fenêtre projetaient de faibles ombres sur les murs. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix, il pense vraiment que son argent pour l'épicerie lui achète une place ici. J'ai rejoué le moment encore et encore, le ton, la cruauté désinvolte, le rire qui a suivi. La voix amusée et dédaigneuse de Bruce, il va s'en remettre. Il le fait toujours. Et le pire, c'est qu'ils avaient raison. Je m'en remettais toujours. Quand j'avais 14 ans, ils ont oublié mon anniversaire. Maman a emmené Bruce à un match de baseball ce jour-là. Quand je le lui ai rappelé plus tard, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Oh, mon chéri, nous allons célébrer ça la fin de semaine prochaine. » Nous ne l'avons jamais fait. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec distinction, maman n'est pas venue à la cérémonie. Elle devait aider Bruce à emménager dans son nouvel appartement. Elle m'a envoyé un texto « Fier de toi ». 2 mots, sans point d'exclamation. Quand j'ai obtenu ma première promotion à 26 ans, j'ai appelé pour lui dire. Elle était distraite. Bruce était en arrière-plan, bouleversé par une rupture. Elle m'a dit qu'elle rappellerait. Elle ne l'a jamais fait. Chaque fois, j'avalais la déception et je me disais que ce n'était pas grave. Je me disais qu'ils étaient occupés, stressés, qu'ils avaient leurs propres problèmes à régler. J'ai trouvé des excuses pour eux. Mais ce soir, il ne restait plus d'excuses. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé fixement les virements automatiques, les paiements mensuels prévus pour le premier de chaque mois, 800 $ à maman, 950 $ à maman, 950 $ à Bruce, 6 ans du même rythme. J'ai pensé à les annuler tout de suite. Mon doigt planait au-dessus de l'écran, mais je me suis arrêté. Pas encore. Si j'allais faire ça, je devais le faire complètement, méthodiquement. Je devais m'assurer qu'ils ressentaient chaque coupure, chaque perte. Je devais leur faire comprendre exactement ce qu'ils avaient tenu pour acquis. J'ai ouvert une application de notes et j'ai commencé à taper une liste. Chaque service, chaque paiement, chaque abonnement qui leur était lié, service de livraison d'épicerie sous ma carte de crédit, paiement automatique des services publics à partir de mon compte, renouvellement automatique de la pharmacie de maman lié à mon assurance, assurance auto de Bruce sous ma police, service de diffusion en continu, forfait téléphonique, forfait familial, abonnement à des centres de conditionnement physique. La liste s'est allongée. J'ai continué à taper, mes doigts bougeant plus vite maintenant, mon esprit s'aiguisant. J'avais payé pour tellement de choses. J'en avais presque oublié la moitié. Petite chose, grande chose, tout était lié à moi. Je me suis adossé au canapé en regardant la liste, 37 articles, 37 façons dont je m'étais tissé dans leur vie, pensant que cela me rendait essentiel, pensant que cela me rendait aimé. Mais je n'étais pas essentiel. J'étais commode. Et maintenant, j'en avais fini d'être commode. J'ai posé mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Ma poitrine était encore serrée, mais les tremblements avaient cessé. La douleur se durcissait en quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid, quelque chose qui n'avait pas besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance. Demain, c'était le jour de Noël. Au moment où ils se réveilleraient, tout serait différent. Je ne me sentais pas coupable.
Je ne me sentais pas tiraillé. Je ressentais de la clarté. Et pour la première fois en 6 ans, je me sentais puissant. L'appartement était silencieux. Dehors, la neige continuait de tomber. Je suis resté assis là dans le noir, planifiant chaque étape. Il voulait seulement la famille. Très bien. Ils pouvaient savoir l'un l'autre. Je n'arrivais pas à dormir. Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait du café. Je me suis assis à ma petite table de cuisine et j'ai sorti une vieille boîte à chaussures du placard, des photos, des cartes, des bulletins scolaires, des choses que j'avais gardées pendant des années, pensant qu'un jour, elles compteraient. Je les ai étalées sur la table, la preuve de mon invisibilité. Il y avait une photo de mon 10e anniversaire. J'étais assis seul à la table de la cuisine avec un gâteau acheté en magasin, une seule bougie. Maman avait emmené Bruce à un tournoi de soccer ce jour-là. Papa travaillait. La photo a été prise par notre voisine qui se sentait mal pour moi. Une autre photo de la remise des diplômes du secondaire. J'étais en toge et en mortier, debout seul à l'extérieur de l'auditorium. Maman et Bruce étaient sur la photo, mais ils se parlaient, riaient. J'étais juste là, à l'écart, tenant mon diplôme. J'ai trouvé une carte d'anniversaire de quand j'ai eu 18 ans. Le devant disait « Joyeux anniversaire ». À l'intérieur, c'était vide à l'exception de la signature de maman. Pas de message, juste son nom. Je me souvenais clairement de cet anniversaire. Bruce avait reçu une voiture pour ses 18 ans. J'ai reçu une carte et une accolade. Quand j'avais 21 ans, j'ai aidé maman à déménager dans une nouvelle maison. J'ai emballé, chargé le camion, conduit, déchargé, assemblé les meubles. Ça a pris 3 jours complets. Bruce s'est présenté le dernier jour, est resté 1 heure, et maman l'a remercié d'être un si bon fils. À 25 ans, j'ai prêté $5000 à Bruce pour démarrer une entreprise. Il n'a jamais démarré l'entreprise. Il est allé à Vegas à la place. Quand j'ai demandé à être remboursé, maman m'a traité d'égoïste. C'est ton frère, Brian. La famille ne tient pas les comptes. Mais je tenais les comptes, non pas par dépit, mais par survie, parce que si je ne suivais pas ça, je me perdrais complètement dans leurs besoins. À 28 ans, maman est tombée malade, pneumonie. Elle a été à l'hôpital pendant 1 semaine. Je lui rendais visite tous les jours, je lui apportais des livres, je payais les quotes-parts. Bruce a rendu visite une fois, a publié une photo sur les médias sociaux avec la légende « La famille d'abord » et a obtenu 500 mentions « J'aime ». Quand elle a obtenu son congé, elle a remercié Bruce d'avoir été là pour elle. J'ai monté ses courses dans les escaliers. Elle n'a rien dit. J'ai pensé à tous les paiements que j'avais effectués au fil des ans, pas seulement les virements mensuels, mais les virements d'urgence, les demandes aléatoires de Venmo. Brian, peux-tu couvrir ça? Brian, j'ai besoin d'aide pour ça. Brian, juste cette fois. Juste cette fois s'est transformé en 6 ans. Et chaque fois, j'ai dit oui parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour, le sacrifice, le service, se présenter même quand personne ne vous le demandait. Mais l'amour est censé être mutuel. Il est censé être vu. J'ai regardé fixement les photos étalées sur la table. Toute mon enfance et mon âge adulte réduit à des moments où je restais en arrière-plan, souriant, fiable, invisible. Ils ne m'ont pas effacé exprès. Ils ne m'ont tout simplement jamais vu en premier lieu. Bruce était le soleil. Maman gravitait autour de lui. J'étais l'ombre, utile quand ils avaient besoin de quelque chose, oublié au moment où le besoin était satisfait. J'ai ramassé les photos et je les ai remises dans la boîte à chaussures. Je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin de preuves de ma douleur. Je savais déjà ce que je valais pour rien. J'ai vérifié l'heure, 3h47 du matin. Le matin de Noël. Dans quelques heures, il se réveillerait, préparerait le déjeuner, ouvrirait les cadeaux. Ils ne penseraient pas à moi. Ils ne l'ont jamais fait. Mais d'ici ce soir, ils ne pourraient pas s'empêcher de penser à moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de commencer à couper. J'ai commencé par le service de livraison d'épicerie. C'était sous ma carte de crédit, configurée pour être livrée automatiquement chaque semaine à l'adresse de maman des produits frais, de la viande, des produits laitiers, des aliments de base pour le garde-manger. Elle n'a jamais passé les commandes. Je l'ai fait. Chaque dimanche soir, je m'asseyais et je préparais la liste en fonction de ce que je savais qu'elle avait besoin.
Je me suis connecté au compte, j'ai annulé l'abonnement, j'ai supprimé les adresses enregistrées, j'ai supprimé mes informations de paiement. Le courriel de confirmation est arrivé en quelques secondes, votre abonnement a été résilié. Ensuite, les services publics, l'électricité, l'eau, le gaz de maman, tous configurés pour être payés automatiquement à partir de mon compte chèque. J'avais configuré ça il y a 3 ans quand elle s'est plainte des frais de retard. Elle ne s'est jamais connectée au compte. Elle ne connaissait même pas les mots de passe. J'ai appelé la compagnie d'électricité en premier. Le système automatisé a répondu. J'ai navigué dans le menu, appuyé sur les bons numéros et joint un représentant. Je dois supprimer mon mode de paiement de ce compte. Le représentant a demandé une vérification. J'ai fourni le numéro de compte, l'adresse de facturation, mon nom en tant que payeur. Êtes-vous le titulaire du compte, monsieur? Non, mais c'est moi qui paie. Je veux arrêter. Il y a eu une pause. Vous aurez besoin de la permission du titulaire du compte pour apporter des modifications. Alors supprimez ma carte. Je n'autorise plus aucun paiement. Une autre pause. Je peux émettre un arrêt de paiement de mon côté. Le compte reviendra à la facturation papier. Parfait. J'ai fait la même chose avec l'eau et le gaz, 3 compagnies, 3 arrêts de paiement. Au moment où j'ai terminé, il était 5h30 du matin. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais je me sentais grand ouvert. Je suis passé à l'assurance auto de Bruce. Il était sur ma police en tant que conducteur secondaire. Je l'avais ajouté il y a 4 ans quand il n'avait pas les moyens de payer sa propre couverture. La prime mensuelle était de $190. Je la payais sans hésitation. Je me suis connecté à mon portail d'assurance, j'ai cliqué sur son nom et j'ai sélectionné « Supprimer le conducteur ». Le système a demandé une confirmation. J'ai cliqué sur « Oui ». Une notification est apparue, Bruce Collins a été supprimé de votre police. Sa couverture prend fin immédiatement. J'ai souri. C'était un petit sourire, mais ça faisait du bien. Ensuite, il y avait les services de diffusion en continu Netflix, Hulu, Disney+, Spotify, tous sous mes comptes, tous partagés avec eux. J'ai passé en revue chacun d'eux, j'ai supprimé leur profil, j'ai changé les mots de passe. Le forfait téléphonique était le suivant. Ils étaient tous les deux sur mon forfait familial, données illimitées, appels illimités. Je payais $210 par mois pour les 3 lignes. J'ai appelé le transporteur. Je dois supprimer 2 lignes de mon forfait familial. Le représentant a affiché mon compte. Quelle ligne aimeriez-vous supprimer, monsieur? Je lui ai donné les numéros, ceux de maman et de Bruce. Juste pour confirmer, la suppression de ces lignes déconnectera leur service. Ils devront créer de nouveaux comptes s'ils veulent continuer le service. Je comprends. D'accord. J'ai traité la suppression. Leur service sera déconnecté d'ici la prochaine heure. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai vérifié l'heure, 6h15 du matin. J'ai imaginé maman se réveiller, cherchant son téléphone, pas de service. Elle penserait que c'était un problème de réseau. Elle redémarrerait son téléphone. Toujours rien. Bruce ferait la même chose. Il ne paniquerait pas encore, pas avant d'avoir essayé d'allumer les lumières et que rien ne se passe, pas avant d'avoir ouvert le réfrigérateur et réalisé que la livraison d'épicerie n'était jamais arrivée. Je me suis adossé à ma chaise, regardant fixement la liste des annulations. J'avais à peine commencé, et déjà je me sentais plus léger, comme si je perdais du poids que je portais depuis des années. J'ai pris mon téléphone. 53 textos non lus, 42 appels manqués, tous des 2 dernières heures. Je ne les ai pas ouverts. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà ce qu'ils disaient. À 10h du matin, j'ai décidé d'aller chez maman. Pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient ce que j'avais fait. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Bruce est sorti, téléphone en main, arpentant l'allée. Il avait l'air frustré. Il n'arrêtait pas d'appuyer sur des boutons, secouant le téléphone comme si ça allait le réparer. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans un peignoir. Elle lui parlait, gesticulant. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire son langage corporel, confusion, panique. Bruce a pointé la maison, puis son téléphone. Maman a secoué la tête, et rentré.
Bruce a suivi. J'ai attendu encore 10 minutes. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai frappé une fois. Bruce a ouvert immédiatement. Son visage était rouge. Brian, enfin, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Maman est apparue derrière lui. Brian, mon chéri, Dieu merci. Il y a un problème avec les comptes. Il n'y a plus de courant. Mon téléphone ne fonctionne pas. Et la commande d'épicerie n'est jamais arrivée. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Bruce a froncé les sourcils. Tu sais, alors répare ça. Non. Le mot est resté en suspens dans l'air. Simple. Final. Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire que je ne vais pas réparer ça. J'ai tout annulé. Son visage est devenu pâle. Tu as annulé quoi? Les services publics, le forfait téléphonique, les courses, l'assurance, tout. Bruce s'est avancé. Tu es sérieux là? C'est Noël, mec. Ouais. Du temps en famille, pas vrai? Sa mâchoire s'est serrée. C'était un malentendu. Non, Bruce, ce n'en était pas un. Maman a tendu la main, touchant mon bras. Brian, s'il te plaît. On peut en parler. Asseyons-nous et parlons. J'ai retiré mon bras. Vous avez eu votre chance de parler hier soir, mais vous avez choisi de vous moquer de moi à la place. Ses yeux se sont écarquillés. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le journal d'appel et je lui ai montré la durée de notre dernière conversation, 3 minutes 42 secondes. Vous n'avez pas raccroché. J'ai tout entendu. Le visage de maman s'est effondré. Brian, je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, tu l'as fait. Bruce a raillé. D'accord, donc tu fais une crise de colère à cause d'un commentaire. Grandis un peu. Je me suis tourné vers lui. J'ai payé ton loyer pendant 10 ans. J'ai couvert ton assurance auto, ton téléphone, tes urgences. Je t'ai envoyé plus de 100 000 $. Et tu as dit à maman, j'aime être le soutien de famille parce que ça me fait me sentir important. Il n'a pas répondu. J'ai regardé maman et j'ai dit, et tu as dit, je pense que mon argent pour l'épicerie m'achète une place ici. Comme si j'étais délirant. Comme si j'étais pathétique. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Alors voici le marché. Vous vouliez seulement la famille. Vous l'avez. À partir de maintenant, vous vous occupez de tout vous-même. Plus de transferts. Plus de paiements. Plus d'appels d'urgence. Bruce s'est approché. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres. Regarde-moi. Maman a commencé à pleurer. Brian, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Non, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mon argent. Et ça s'arrête aujourd'hui. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Bruce a crié quelque chose derrière moi, mais je ne l'ai pas entendu. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans mon rétroviseur, je les ai vus debout dans l'allée. Maman sanglotait. Bruce était sur son téléphone, essayant probablement de m'appeler. J'ai bloqué leurs 2 numéros. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais 58 appels manqués. Je n'en ai rappelé aucun. J'ai passé le reste du jour de Noël à rassembler des preuves. Pas parce que je leur devais une explication, mais parce que je savais qu'ils essaieraient de tordre le récit. Ils me traiteraient de cruel, d'ingrat, d'égoïste. Ils diraient à leurs amis et à leur famille élargie que je les avais abandonnés sans raison. Je n'allais pas laisser ça arriver. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai téléchargé 6 ans d'historique des transactions. Chaque transfert, chaque paiement Venmo, chaque configuration de paiement automatique. J'ai tout exporté dans une feuille de calcul et je l'ai organisé par date, catégorie et destinataire. Les totaux étaient stupéfiants. Maman, 129 600 $ en virement direct. Un autre 34 000 $ en épicerie, services publics, frais médicaux et abonnements. Bruce, 114 000 $ en paiement de loyer. Un autre 22 000 $ en assurance auto, forfait téléphonique, prêt d'urgence et demande Venmo aléatoire. Total général, 299 600 $. J'ai regardé le nombre.
près de 300 000 $ en 6 ans. C'était une mise de fonds pour une maison. C'était une épargne retraite anticipée. C'était la liberté que j'avais échangée contre leur approbation. Approbation que je n'ai jamais obtenue. J'ai commencé à prendre des captures d'écran, des textos où maman demandait de l'argent et j'acceptais immédiatement. Des demandes Venmo de Bruce avec des légendes comme « Frère, j'ai besoin de ça au plus vite ». Et « Merci, mec. Tu es le meilleur ». Des courriels des compagnies de services publics confirmant les configurations de paiement automatique. J'ai également affiché la fonction d'enregistrement sur mon téléphone. L'appel du réveillon de Noël était toujours là. Je l'ai réécouté, écoutant sa voix une fois de plus. Il pense vraiment que mon argent pour l'épicerie m'achète une place ici. J'ai enregistré le fichier audio et je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents. Puis j'ai ouvert mon courriel et j'ai commencé à rédiger un message. Pas à eux, à la famille élargie, aux tantes, aux oncles, aux cousins, aux gens qui entendraient inévitablement leur version des événements. Je ne l'ai pas écrit avec colère. Je l'ai écrit avec des faits. Objet, établir les faits. Au cours des 6 dernières années, j'ai soutenu financièrement ma mère et mon frère à hauteur de près de 300 000 $. Cela comprend le loyer, les services publics, l'épicerie, l'assurance, les frais médicaux et d'innombrables paiements d'urgence. J'ai fait cela volontairement, croyant que c'est ce que fait la famille. La veille de Noël, on m'a refusé l'entrée de leur maison et on m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. J'ai plus tard entendu ma mère dire que je pensais que mon argent pour l'épicerie m'achetait une place ici. Cette déclaration a clarifié mon rôle. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais une source de financement. Avec effet immédiat, j'ai mis fin à tout soutien financier. Ce n'est pas une crise de colère. C'est une limite. Je joins des relevés de transactions, des captures d'écran et des communications à des fins de transparence. Je leur souhaite bonne chance, mais je ne serai plus leur guichet automatique. Brian, j'ai joint la feuille de calcul, les captures d'écran et un résumé PDF des principales transactions. J'ai enregistré le courriel comme brouillon. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je voulais attendre et voir ce qu'il ferait en premier. À 20 h, mon téléphone avait 73 appels manqués. Ma messagerie vocale était pleine. Je n'en ai écouté aucun. Au lieu de cela, j'ai vérifié leurs médias sociaux. Bruce avait publié un statut vague, la famille et tout. Certaines personnes l'oublient. J'ai ri. L'audace. Maman n'avait rien publié, mais j'ai vu qu'elle était active dans un groupe de discussion familiale que j'avais mis en sourdine il y a des mois. Je l'ai ouvert. 27 nouveaux messages, la plupart d'elles. Quelqu'un n'a-t-il des nouvelles de Brian? Je suis tellement inquiète pour lui. Il ne répond pas à son téléphone. Bruce est intervenu. Je pense qu'il fait une sorte de dépression. Il a coupé tous les comptes, l'électricité, le téléphone, tout à Noël. Qui fait ça? Tante Dorothy a répondu. Ça ne ressemble pas à Brian. Êtes-vous sûr? Bruce a envoyé une capture d'écran de son service téléphonique déconnecté. Ouais, j'en suis sûr. Maman a envoyé un autre message. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a juste craqué. J'ai lu tout le fil de discussion. Pas une seule fois ils n'ont mentionné ce qu'ils ont dit. Pas une seule fois ils n'ont admis m'avoir refusé l'entrée. Ils se présentaient comme des victimes. J'ai fermé le groupe de discussion et j'ai ouvert mon courriel de brouillon. J'ai ajouté tante Dorothy, oncle Richard et 4 autres parents à la liste des destinataires. Mon doigt planait au-dessus du bouton d'envoi. Pas encore. Je voulais qu'ils paniquent davantage. Je voulais qu'ils creusent leur trou plus profondément. J'ai posé mon téléphone et j'ai préparé le dîner. Pour la première fois en 6 ans, j'ai mangé sans culpabilité, et ça avait le goût de la liberté. Le 26 décembre, la panique s'était intensifiée. Mon téléphone affichait maintenant 107 appels manqués. Ma boîte de réception contenait 14 messages de maman, chacun plus désespéré que le précédent. Objet, s'il te plaît, appelle-moi. Objet, Brian, nous devons parler. Objet, je t'en supplie. Je ne les ai pas ouverts. Au lieu de cela, j'ai fait mon prochain coup. J'ai appelé le propriétaire de maman directement. Elle louait sa maison. J'étais celui qui payait le loyer depuis 3 ans, envoyant toujours le chèque de mon compte avec son nom dans le mémo. Le propriétaire me connaissait. Bonjour,
ici Brian Collins. Je dois vous informer que je ne couvrirai plus les paiements de loyer pour le 428 rue Maple, à compter d'aujourd'hui. Le propriétaire a fait une pause. Compris. Je communiquerai avec votre mère pour les arrangements de paiement. Merci. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai communiqué avec le propriétaire de Bruce par le biais du portail de gestion immobilière. Même message, je ne suis plus responsable des paiements de loyer. Veuillez communiquer directement avec le locataire. Un courriel de confirmation est arrivé en quelques minutes. Puis je suis passé à l'assurance auto. La couverture de Bruce était déjà annulée, mais j'ai poussé la chose plus loin. J'ai communiqué avec le DMV et j'ai demandé le retrait de mon nom de l'immatriculation de son véhicule. J'avais co-signé il y a 3 ans quand il avait besoin d'aide pour le financement. J'ai rempli le formulaire de décharge de responsabilité, je l'ai soumis en ligne et j'ai reçu un numéro de confirmation. La voiture de Bruce était maintenant entièrement son problème. J'ai vérifié mon compte bancaire. Les virements automatiques devaient être traités le 1er janvier. Je les ai supprimés, j'ai annulé les paiements récurrents, j'ai configuré des alertes afin qu'aucun frais futur ne puisse passer à travers. Chaque fil, chaque connexion, chaque bouée de sauvetage que j'avais tendue pendant 6 ans était maintenant rompue. À 15 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. Fort, agressif. J'ai regardé par le Judas. Bruce. Je n'ai pas ouvert. Brian, je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je suis resté silencieux. Il a frappé de nouveau. Maman panique. Elle ne sait pas comment payer le loyer. Il n'y a toujours pas d'électricité. Nous n'avons pas de nourriture. Je l'ai regardé par le Judas. Son visage était rouge, en colère, désespéré. C'est de la folie, mec. Tu ne peux pas simplement faire ça. Nous sommes une famille. Famille? Le mot qui me faisait plier autrefois. Le mot qui me faisait me sacrifier autrefois. Maintenant, ce n'était que du bruit. Il a continué à frapper pendant 5 minutes de plus. Puis il s'est arrêté. J'ai entendu ses pas reculer. Une portière de voiture a claqué. Le moteur a démarré. Il est parti. Je me suis rassis à mon bureau et j'ai ouvert de nouveau le groupe de discussion familiale. Il avait explosé d'activité. Maman a publié, Brian nous a abandonnés. Je ne comprends pas pourquoi. Nous avons toujours été là pour lui. Bruce a publié, il est égoïste. Il nous a complètement coupé les vivres. Aucune explication. Tante Dorothy a répondu, c'est très inquiétant. Quelqu'un lui a-t-il réellement parlé? Bruce a répondu, il ne parle à personne. Maman a ajouté, je pense qu'il a besoin d'aide professionnelle. J'ai lu les messages sans émotion. Il faisait exactement ce que j'avais prédit, tournant l'histoire, faisant de moi le méchant. J'ai ouvert mon courriel de brouillon, j'ai ajouté une autre ligne à la fin, j'ai inclus un enregistrement audio du réveillon de Noël où j'ai entendu les vrais sentiments de ma mère à propos de mes contributions. J'encourage tous ceux qui doutent de cette décision à écouter le contexte complet avant de se forger une opinion. J'ai joint le fichier audio. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le courriel a été envoyé à 12 parents, tantes, oncles, cousins, des gens qui avaient toujours été gentils avec moi, des gens qui méritaient la vérité. Je me suis assis et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, tante Dorothy m'a appelé. J'ai répondu. Brian, mon chéri, je viens de lire ton courriel. D'accord. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas grave. Non, ça ne l'est pas. Ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Et le fait que tu les soutiens depuis des années. Personne ne le savait. Ils ne voulaient pas que personne ne le sache. J'ai écouté l'enregistrement. Brian, je ne te blâme pas de les avoir coupés. Pas du tout. J'ai expiré. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Compris? Je le ferai. Elle a fait une pause. Ta mère va avoir du mal avec ça. Je sais, mais tu as fait la bonne chose. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a dit que je méritais mieux. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Validation. En moins d'1 heure, 3 autres parents ont communiqué avec moi.
Tous me soutenaient. Tous étaient choqués. Le récit était en train de changer. Bruce m'a envoyé un dernier texto avant que je ne le bloque définitivement. Tu es mort pour moi. J'ai regardé le message et j'ai souri parce qu'il avait enfin compris. J'en avais fini d'être leur guichet automatique. J'en avais fini d'être leur fantôme. J'étais libre. 3 semaines plus tard, j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne l'ai pas dit à maman ou à Bruce. J'ai seulement donné le nouveau numéro aux personnes en qui j'avais confiance, tante Dorothy, quelques amis proches, mon patron. L'ancien numéro n'arrêtait pas de sonner. Les messages vocaux s'empilaient. Je ne les ai jamais vérifiés. Finalement, les messages ont cessé. J'ai entendu dire par tante Dorothy que maman avait dû déménager. Elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle a emménagé avec Bruce et ils partageaient un appartement plus petit. Les services publics étaient à leur nom maintenant. Ils payaient leurs propres factures de téléphone, géraient leurs propres courses. Ils fonctionnaient à peine, mais ils survivaient. Je ne me sentais pas coupable. J'ai aussi entendu dire que Bruce avait perdu sa voiture. Il ne pouvait pas payer l'assurance ou les frais d'immatriculation. Il l'a vendue à perte et a commencé à prendre les transports en commun. Maman s'est plainte à ses proches que j'avais ruiné leur vie. Tante Dorothy m'a défendu à chaque fois. Elle a partagé mon courriel avec quelques personnes de plus. La vérité s'est répandue discrètement. Personne ne m'a blâmé. Quelques parents ont même communiqué avec moi pour s'excuser de ne pas avoir remarqué à quel point les choses avaient été unilatérales. Je n'avais pas besoin de leurs excuses, mais c'était agréable d'être vu. En janvier, j'ai commencé une thérapie. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre comment j'avais laissé les choses aller si loin. Comment j'avais confondu l'amour et l'obligation. Mon thérapeute m'a posé une question lors de notre 3e séance qui m'a marqué: à quoi ressemblerait la construction d'une vie où vous êtes valorisé, pas utilisé? Je n'avais pas de réponse tout de suite, mais j'ai commencé à y penser. J'ai commencé petit. Je me suis inscrit à une salle de sport. J'ai fait un voyage de fin de semaine à la montagne. J'ai acheté de nouveaux meubles pour mon appartement. Je suis allé à des dîners avec des amis sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai cessé de vivre en mode survie. En février, j'avais économisé plus d'argent que je n'en avais depuis des années. Sans le drainage constant de leurs besoins, mon compte bancaire a réellement augmenté. J'ai ouvert un fonds de retraite. J'ai commencé à planifier de vraies vacances. L'Europe, peut-être, ou le Japon. Des endroits où j'avais toujours voulu aller, mais je n'ai jamais pu parce que j'étais trop occupé à financer leur vie. En mars, j'ai obtenu une promotion au travail. Mon patron a remarqué que je semblais plus concentré, plus confiant. C'est parce que je ne portais plus le poids des choix de 2 autres personnes. J'ai célébré ça avec tante Dorothy au souper. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était fière. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me disait ça et le pensait réellement. Je pensais parfois à maman et à Bruce. Je me demandais s'ils le regrettaient. Je me demandais s'ils s'étaient déjà excusés l'un envers l'autre de m'avoir tenu pour acquis, mais je ne me le demandais pas assez pour communiquer avec eux. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Un soir, j'étais assis sur mon balcon avec une tasse de café, à regarder le coucher de soleil. Mon téléphone a bourdonné. Un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. C'est ta mère. S'il te plaît, appelle-moi. Tu me manques. J'ai regardé le message pendant longtemps. Ma poitrine s'est serrée. De vieux instincts ont chuchoté: appelle-la. Répare ça. Sois la personne la plus grande. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai supprimé le message, j'ai bloqué le numéro et je suis retourné regarder le coucher de soleil. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis violet foncé. Les lumières de la ville se sont allumées une à une. Tout semblait calme, tranquille. Pendant 6 ans, j'avais été le soutien invisible, le fils fiable, le fond d'urgence avec un rythme cardiaque. Maintenant, j'étais juste Brian, et c'était suffisant.